La première vue de Capri aurait dû être magnifique. L'île se dressait tel un joyau d'émeraude, ses falaises couronnées de complexes de villas scintillantes. Mais à mesure que votre navire approchait, vous remarquiez des détails qui transformaient l'émerveillement en terreur, des quais lourdement gardés, des miradors observant chaque approche, aucun navire hormis les vaisseaux impériaux, des gens se déplaçant avec la précision méticuleuse de ceux qui sont constamment surveillés. À votre arrivée, vous subissiez une seconde sélection, plus approfondie. Les médecins impériaux examinaient chaque garçon individuellement, testant ses capacités de nage, sa souplesse, son contrôle respiratoire et ce qu'ils appelaient son aptitude à un service spécialisé. Ceux qui réussissaient recevaient des tuniques propres et une escorte jusqu'au quartier de la villa. Ceux qui échouaient disparaissaient purement et simplement. Leurs cris ne furent plus jamais entendus. Le complexe de villa devint votre prison, un chef-d'œuvre d'architecture perverse où chaque détail satisfaisait les appétits de l'empereur tout en préservant la grandeur impériale. Vous étiez logé dans des dortoirs près du complexe aquatique principal, des chambres en marbre aux lits étroits qui auraient pu être confortables en d'autres circonstances. Les murs étaient ornés de magnifiques fresques représentant des nymphes et des dieux de l'océan et des images qui devinrent plus tard une source d'ironie amère. Votre première nuit, vous restiez éveillé, à écouter des sons qui devinrent la bande sonore de votre captivité. Le doux clapotis des bassins voisins se mêlait à des sons plus doux que votre jeune esprit ne parvenait pas à identifier. Les garçons plus âgés se déplaçaient silencieusement entre les lits, murmurant des instructions urgentes sur les règles qui faisaient la différence entre la survie et la disparition. Vous apprîtes que le silence était d'or, les questions dangereuses, et que l'humeur de l'empereur déterminait si les jours étaient synonymes d'horreur ou d'ennui. Mais rien ne pouvait vous préparer à la suite. L'entraînement commença immédiatement. Vous fûtes confié à Marcus, un garçon de 15 ans, dont le regard trahissait des décennies d'expérience. Il avait survécu 3 ans sur Capri en développant le don surnaturel d'anticiper les désirs impériaux. Marcus vous expliqua les règles de base à voix basse, ne jamais parler sans s'adresser à vous, ne jamais regarder l'empereur droit dans les yeux, ne jamais refuser une demande, et, surtout, ne jamais cesser de nager. Votre vie dépendait de vos compétences aquatiques. Les bassins étaient des merveilles d'ingénierie transformées en instruments de maltraitance. La zone de baignade principale comprenait des bassins reliés entre eux à différentes profondeurs, avec des passages sous-marins permettant aux nageurs de se déplacer entre eux sans remonter à la surface. L'eau était maintenue à une température contrôlée, suffisamment chaude pour le confort, mais pas au point de saper les forces nécessaires aux activités sous-marines prolongées. Des marches et des plateformes en marbre étaient sculptées à intervalles réguliers, créant des espaces où l'empereur se positionnait tandis que les garçons nageaient autour et sous lui. Un entraînement spécialisé révélait la véritable utilité des bassins. On vous apprenait à retenir votre respiration pendant des périodes de plus en plus longues, jusqu'à atteindre 5 minutes d'immersion continue. Vous appreniez à nager silencieusement, en vous déplaçant sans créer d'éclaboussures qui pourraient déplaire à l'empereur. Plus terrifiant encore, on vous enseignait des techniques qu'aucun enfant ne devrait connaître, comment utiliser votre bouche et vos mains sous l'eau à des fins que vous étiez trop jeune pour comprendre. L'innocence de l'enfance était arrachée de votre âme par chirurgie, une leçon à la fois. La première fois que vous avez été appelé à servir personnellement, vous avez cru mourir de terreur. Tibère était allongé sur une plateforme de marbre surplombant le bassin principal, son corps vieillissant soutenu par des coussins de soie tandis que la vapeur s'élevait de l'eau chaude. Il ressemblait à une araignée boursouflée dans une toile élaborée, son regard calculateur et prédateur examinant les garçons choisis pour son divertissement de l'après-midi. Marcus t'avait préparé à des semaines d'instructions murmurées, mais rien ne t'avait préparé à la présence de Tibère. L'empereur parlait d'un ton cultivé et doux presque grand-père pour t'expliquer ce qu'il attendait de ces petits poissons. Tu devais nager en suivant des schémas autour de son corps immergé, plongeant et remontant à la surface en rythme pendant qu'il se baignait. Parfois, il te donnait des instructions spécifiques te demandant de nager plus près, d'utiliser tes mains ou ta bouche d'une manière qui te semblait inappropriée, mais tu n'osais pas refuser. Ton enfance se noyait dans ces bassins de marbre, une respiration à la fois. La manipulation psychologique était systématique et cruelle. Tibère avait perfectionné des techniques pour briser l'esprit des jeunes, remplaçant la répulsion naturelle par une gratitude désespérée pour l'approbation.
Les garçons qui réussissaient recevaient une meilleure nourriture, des vêtements plus chauds et des éloges précieux dans ce monde isolé. Ceux qui se montraient réticents risquaient des punitions allant de la réduction des rations à l'isolement complet dans des chambres souterraines où l'eau qui goutte devenait une torture. Ce qui rendait ces abus particulièrement insidieux était leur intégration dans un service impérial plus large, qui semblait presque normal. On recevait des cours de lecture, d'écriture, de littérature, de formation et d'artisanat ou une éducation dans des circonstances différentes. L'empereur lui-même donnait parfois des leçons, faisant preuve d'une intelligence et d'une sophistication authentique qui rendaient ses autres activités plus horribles en comparaison. Les autres garçons représentaient tous les stades de la destruction systématique de l'innocence. De nouveaux arrivants arrivaient régulièrement, leur terreur rappelant ce qu'ils avaient été. Les vétérans comme Marcus naviguaient dans le système avec une efficacité calculée, échangeant des fragments d'âme contre des avantages de survie. Dispersés un peu partout se trouvaient les brisés ou des garçons qui avaient survécu trop longtemps et trop vus. Leurs esprits se retranchaient dans des coquilles protectrices qui les rendaient à peine humains. Lucius était à Capri depuis 4 ans à votre arrivée. Il parlait à peine, accomplissant ses tâches avec une précision mécanique, le regard fixé sur des points lointains que personne d'autre ne pouvait voir. Durant votre 2e mois, vous l'avez vu cesser tout simplement de manger, refusant de manger jusqu'à ce que son corps lâche. D'autres garçons voyaient cela comme une échappatoire, peut-être la seule possible pour ceux qui ne pouvaient plus endurer. La mort était devenue miséricorde au paradis de Tibère. Au fil des mois, vous avez compris le système élaboré par Tibère. La villa n'était pas seulement un refuge ou un palais de plaisance, c'était une machine soigneusement conçue pour la maltraitance systématique des enfants, fonctionnant avec l'efficacité de toute institution impériale. Chaque détail de la disposition architecturale empêchant les évasions à la hiérarchie du personnel garantissant le secret absolu au servait un but. L'empereur tenait des registres détaillés de ces petits poissons, documentant leur développement physique, leurs aptitudes à la natation et ce qu'il appelait leurs aptitudes au service. Ces registres, tenus par des scribes diplômés du programme des années plus tôt, suivaient chaque garçon de son arrivée à son élimination. Vous réalisiez avec une horreur croissante que vous n'étiez pas seulement une victime, mais une entrée dans un système administratif fonctionnant depuis des années sans aucun signe de fin. Vous étiez du bétail à un inventaire humain, un jouet vivant dans la collection de l'empereur. Les rythmes saisonniers suivaient des schémas que vous aviez appris à redouter. L'été apportait les périodes les plus chargées, où les mers calmes facilitaient les voyages et où l'appétit impérial semblait le plus fort. De nouveaux garçons arrivaient régulièrement, tandis que les plus âgés disparaissaient tout aussi fréquemment. Les dortoirs se remplissaient avant que les lits ne refroidissent. L'hiver apportait un répit relatif, avec moins d'arrivées mais des sessions plus longues et plus intenses, l'empereur passant plus de temps à l'intérieur. Votre survie dépendait d'un équilibre délicat entre obéissance et instinct de survie, ce qui vous épuisait mentalement et physiquement. Vous avez appris à déchiffrer les humeurs impériales à partir de signes subtils, adaptant votre comportement pour minimiser le risque de punition tout en conservant les compétences de nage qui vous maintenaient précieux. Lorsque Tibère se montrait bienveillant généralement après de bonnes nouvelles de Rome, les séances de piscine pouvaient se résumer à de simples démonstrations de natation. Mais lorsque des problèmes politiques surgissaient ou que sa santé se dégradait, les exigences devenaient extrêmes et dangereuses. Le vieillissement du corps de l'empereur créait ses propres défis de survie. Tibère avait désormais plus de 70 ans, et ses limitations physiques l'empêchaient de pratiquer certaines activités qu'il appréciait. Cela aurait dû le soulager, mais au lieu de cela, cela l'obligea à prolonger ses séances, luttant pour retrouver la satisfaction autrefois facile. On attendait des garçons qu'ils compensent sa virilité déclinante par un effort et une créativité accrue, des exigences qui poussaient nombre d'entre eux au-delà de leurs limites physiques et psychologiques. Le plus troublant était de constater à quel point ces abus systématiques étaient devenus monnaie courante dans le monde isolé de la villa. Les membres du personnel parlaient des besoins récréatifs impériaux avec un détachement professionnel, allant même jusqu'à aborder les exigences alimentaires. Les garçons ont développé des hiérarchies internes et des stratégies de survie, créant une société miniature où l'exploitation n'était qu'un défi quotidien parmi d'autres. En 3e année, vous avez été témoin de cycles d'horreur qui auraient détruit des esprits plus forts.
Vous avez vu des garçons arriver pleins d'espoir et de peur, vous les avez vus apprendre les règles de survie et vous avez observé leur transformation progressive en coquilles vides évoluant au fil des jours tels des somnambules. Certains se sont complètement adaptés, participant avec enthousiasme à leur propre exploitation pour de modestes privilèges et des illusions de sécurité. D'autres ont complètement sombré, sombrant dans la folie ou choisissant la mort plutôt que la dégradation continue. L'empereur lui-même déclinait rapidement, son corps déclinant alors même que son appétit restait exigeant. Tibère avait développé des affections cutanées rendant les contacts physiques douloureux, des problèmes respiratoires limitant son temps dans les piscines chauffées, et des problèmes digestifs le laissant faible et irritable. Mais plutôt que de réduire les exigences envers les garçons, ces problèmes de santé semblaient intensifier son besoin d'activité qui avait marqué ses années à Capri. Marcus, ton mentor et protecteur, a finalement atteint son point de rupture au printemps de ta 3e année. Il avait survécu plus longtemps que presque tous les autres garçons, usant d'intelligence et d'adaptabilité pour surmonter 5 années de maltraitance systématique. Mais quelque chose a craqué lorsqu'il a été contraint de participer à une séance particulièrement dégradante impliquant plusieurs garçons, qui a duré presque toute une journée. Cette nuit-là, il s'est échappé et s'est jeté du haut des falaises entourant le complexe de villas. Sa mort marqua un tournant dans ton développement psychologique. Tu compris que survivre n'était pas vraiment survivre si cela impliquait de devenir quelque chose de méconnaissable. Le garçon qui avait ramassé des coquillages dans la baie de Naples était déjà mort, remplacé par une créature dont l'existence tournait autour d'appétits impériaux pervers. La question n'était pas de savoir si tu mourrais à Capri, mais si tu mourrais en tant que toi-même ou en tant que ce que tu étais en train de devenir. Ce qui rend cette histoire effrayante, c'est la minutie avec laquelle les historiens romains l'ont documentée après avoir été témoins des conséquences du règne de Tibère. Suétone, écrivant dans la vie des 12 Césars, a fourni des récits détaillés de ce qu'il a découvert à Capri après la mort de l'empereur. Ces descriptions, bien que parfois euphémiques, ne laissent aucun doute sur les abus systématiques qui y ont eu lieu. En se retirant à Capri, écrit Suétone, il a conçu des plaisants, pour ses orgies secrètes, des équipes de débauchés des deux sexes sélectionnés comme experts en relations sexuelles déviantes, qu'il appelait de célibataires, et qui se produisaient devant lui en triples unions pour exciter ses passions déclinantes. Plus précisément encore, Suétone a documenté les pratiques que vous et d'autres garçons avez endurées. Il entraînait également des petits garçons, qu'il appelait ses petits poissons, à ramper entre ses cuisses lorsqu'il nageait et à le taquiner en le léchant et en le mordillant. Et il faisait retirer des bébés non encore sevrés du sein de leur mère pour qu'ils lui sucent le membre. Il ne s'agit pas d'inventions scandaleuses écrites des siècles plus tard, ce sont des récits contemporains de chroniqueurs respectés ayant accès à des témoins, à des archives officielles et à des preuves matérielles provenant de Capri même. Le complexe de villas existe toujours aujourd'hui, et les visiteurs peuvent admirer les piscines et les chambres où ces activités se déroulaient, bien que les guides touristiques mentionnent rarement leur fonction initiale. À la mort de Tibère en 37 après. Jésus-Christ probablement assassiné par son propre commandant de la garde prétorienne, la villa fut immédiatement scellée et ses secrets enfouis. Les garçons qui survécurent se retrouvèrent dans des situations impossibles, témoins de crimes que personne ne voulait reconnaître, entraînés à des fins qui les rendaient inaptes à une vie normale, psychologiquement endommagés de manière irréversible. Certains furent discrètement transférés vers d'autres établissements, leur sort n'étant pas consigné. D'autres disparurent tout simplement, peut-être tués pour éviter des histoires embarrassantes. Quelques-uns tentèrent peut-être de retrouver leur famille d'origine, mais après des années passées à Capri, ils auraient été méconnaissables pour leurs parents qui les avaient crus morts. Votre propre sort, comme celui de la plupart des petits poissons de Tibère, demeure inconnu de l'histoire. Vous n'existez qu'en tant que représentant d'innombrables enfants qui ont souffert et sont morts pour satisfaire les appétits pervers d'un seul homme. Votre histoire personnelle se perd parmi des chroniques plus vastes que les historiens antiques jugeaient plus dignes d'être préservées, mais vos souffrances étaient réelles, votre peur sincère et votre destruction absolue.